Donc, nous allons démarrer ce nouveau webinaire. Tout le monde m'entend bien? Tout se passe bien? Les collègues orateurs? OK, Oui, très oui, bien. Merci, parfait. Pierre. Merci, merci. Alors, voilà, bonjour à tous. Bonne année 2022, bien entendu. Je vous souhaite de la joie, de la santé, de la douceur, de la paix. Je me permets de formuler au nom de Terre en Vue et de la région wallonne qui nous subventionne, que nous puissions tous ici encore mieux, avec vous, soutenir les agriculteurs jeunes ou vivantes, résilientes et d'accéder bien sûr à la terre. Donc, je suis Françoise Ancet, je suis chargée du projet Terre publique chez Terre en Vue, donc il y a une ASBL et une coopérative qui soutient l'accès au foncier pour les agriculteurs. Ce projet donc mobilise a pour objectif de, avec vous, dans un projet de recherche-action et d'apprentissage commun et collectif, de mobiliser les terres publiques. C'est soutenu par la région wallonne. Et donc, ça fait partie d'une quarantaine de projets de relocalisation de l'alimentation. Ce réseau donc, de cette quarantaine de projets est animé par l'ASBL Manger Demain, qui est représenté ici par Sacha Bronfort et Pierre Lempereur. Et donc, c'est Sacha et moi qui allons animer cette matinée. Et donc, nous avons invité pour ce faire donc deux groupes de personnes. Donc, Corentin Moreau, qui est juriste à la région wallonne, à la Four, comme j'en ai parlé, et comme témoin et exemple inspirant, donc la ville de Marche-en-Famenne, qui sera représentée ici par Sarah Ruidan, qui est éco-conseillère, et qui est soutenue par deux de ses collègues du service patrimoine, Isabelle Marcotti et Madame Si. Françoise, tu as un problème avec ton micro. Donc là, tu viens de le couper. Voilà, comme ça va mieux? Parfait. Merci Corentin. N'hésitez pas à intervenir, mes chers collègues, s'il y a quoi que ce soit comme petit problème technique. Donc voilà, je disais que nous avons donc invité aussi Sarah Ruidan qui va présenter l'exemple inspirant de Marche-en-Famenne, un travail qu'elle a réalisé avec Isabelle Marcotti et Anne de la ville de Marche-en-Famenne qui sont également parmi nous et qui pourront la soutenir ou compléter les questions que vous poserez nécessairement. Donc, juste pour rappel, nous avions déjà réalisé un premier séminaire en présentiel à Civry-Rance sur la thématique justement de la mobilisation des terres publiques et des bois fermes, déjà à l'époque avec Corentin. Puis, on a reproduit ce séminaire en webinaire le 16 décembre dernièrement avec un intéressant exemple de Pépinster et de Créafarm à Liège. Donc, vous avez dû recevoir un mail avec votre inscription relative aux documents, à l'accès aux documents qui se trouvent sur le site de Manger Demain, de l'ASBL Manger Demain. Donc, tous ces documents sont là. Donc, sous peu aussi, dans les prochains jours, nous rechargerons les documents qui sont présentés ici sur ce même site et nous ne manquerons pas de vous envoyer un mail pour vous donner le lien d'accès. Alors, voilà. Donc, juste le petit contexte dont je vous ai parlé. Donc, vous êtes aussi une série d'acteurs publics, opérateurs publics, communes, CPS, fabriques d'églises, mais également d'autres opérateurs de sociétés wallonnes et autres qui possèdent des terrains, qui entament en fait l'inventaire de leur patrimoine agricole pour développer des projets agricoles et nourriciers. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'acteurs de terrain qui se mettent véritablement en marche et dont certains ont déjà amplement démarré ce travail ou suivi ce travail de manière régulière. Il ne faut pas sous-estimer la puissance que peut représenter le patrimoine public, qui est aux grosses estimations de l'ordre de 7% de la surface agricole utile et qui représente un effet levier certain dans la mobilisation de ces terres pour soutenir l'installation des agriculteurs ou le développement de projets agricoles spécifiques. Donc, vous êtes aussi des acteurs publics qui sont de plus en plus demandeurs d'intégrer des clauses environnementales dans vos procédures d'adjudication des terres publiques et nous en parlerons aujourd'hui. Il y a évidemment un autre élément de contexte qui est l'échéance des baux écrits pour 2025. On en a parlé lors du dernier webinaire. Un autre petit événement qui va arriver, ce sera probablement en février 2022, les Assises de la Terre organisées par le ministre Boursu, dont nous aurons peut-être l'occasion de reparler encore. Et donc, en conclusion, Sacha vous parlera des pistes d'autres webinaires et ateliers pour encore avancer sur ces questions que vous nous formulez.
Alors, tout ceci s'inscrit aussi dans un contexte, et je vous rappelle cette slide que j'avais présentée au précédent webinaire, qui est vraiment de se dire, mais tiens, comment moi, en tant qu'opérateur public, je peux développer une politique foncière au sens d'avoir une politique de sécurité routière, une politique de mobilité. Donc, tous ces objectifs qui sont mis là peuvent être pour vous des intentions ou des objectifs pour définir pourquoi vous allez travailler sur la question de votre patrimoine foncier agricole. Donc, c'est nourrir les citoyens, c'est installer des agriculteurs, c'est les sécuriser, c'est répondre à la perte de biodiversité, c'est prévenir les inondations, gérer le patrimoine public en bon père de famille, etc., etc. Aujourd'hui, plus particulièrement, nous allons parler des contrats qui lient, et donc en particulier le bail à ferme, qui peuvent lier l'opérateur public que vous êtes et un agriculteur qui s'installe sur vos terres agricoles. Et donc, il y a une diversité de projets, une diversité de contrats. Aujourd'hui, nous allons parler plus spécifiquement de situations où vous voulez une production agricole professionnelle et une production agricole professionnelle en mettant également des clauses environnementales liées au projet que vous souhaitez développer sur le terrain. Et donc, à ce titre, donc, la ville de Marche nous présentera son expérience. Les deux autres types de projets, donc avec une partie commerciale et en in-house ou avec des enjeux socio-économiques ou d'insertion socio-professionnelle, nous aurons l'occasion d'en parler dans des webinaires dans un webinaire au printemps prochain. Les objectifs de la matinée, c'est bien partager avec vous des savoirs, parce que vous connaissez des choses, vous avez de l'expérience et vous allez voir avec l'exemple de la ville de Marchand-Famenne, c'est qu'ils ont essayé d'intégrer une série de critères et donc c'est un premier projet d'essai et donc on va travailler aussi dans d'autres ateliers probablement pour améliorer, rendre encore plus solide et répondre au mieux à vos objectifs spécifiquement ici dans des cas de clauses environnementales. Donc, c'est partager avec vous donc une expérience, échanger avec vous sur vos difficultés, vos besoins et les initiatives innovantes. Donc, nous terminerons en vous présentant les conclusions, le résultat du petit sondage qui a été fait dans le cadre de votre inscription. Et nous vous lancerons aussi un nouveau petit sondage pour affiner un peu plus vos besoins sur certaines thématiques. Cela nous permettra de construire un programme de webinaire, de formation ou d'atelier pour les 6 prochains mois. Et donc, concrètement, le bail à ferme concreto ce matin, donc, c'est d'abord, et je vais lui passer la parole dans 2 minutes, Corentin Moreau, donc, du service public de la Wallonie, la direction de l'aménagement foncier et rural, donc, qui va nous parler de la typologie des baux, donc comment choisir des baux, donc il va vraiment travailler dans la posture de l'opérateur public qui se pose des questions sur la typologie des baux et des clauses que je dois mettre pour atteindre un objectif qui est défini dans ma politique foncière. Je passerai ensuite la parole à Sarah Arpidan de l'administration communale de Marche, soutenue par ses 2 collègues, comme je le mentionnais. Et enfin, Sacha Bronfort de l'ASBL Mange demain nous donnera des conclusions et des perspectives et les résultats du sondage. Après chaque intervention de Corentin et de Sarah, nous aurons un moment de questions-réponses qui sera animé par Sacha Bonfort. Et donc, nous vous invitons à aller mettre dans le chat vos différentes questions au fur et à mesure des interventions. Et donc, nous irons piocher ensemble là dans vos questions pour animer ce question-réponse. Voilà. Je passe la parole à Corentin. Je lui passe aussi l'écran. Merci à tous d'être là. Nous ne sommes pas loin de 120, je pense. Et bon travail, bonne matinée. Et encore bonne année 2022. Je suis très contente de commencer ça avec vous. À bientôt. Vas-y, Corentin. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous partager mon PowerPoint. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on le voit bien? Oui, parfait. Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais donc vous parler du bail à ferme et l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de se dire, j'ai un terrain libre d'occupation, je souhaite le louer via le bail à ferme. Comment je fais, comment je m'y prends, quels sont les réflexes à avoir, quels sont les points d'attention, quels sont vraiment les éléments que je dois intégrer dans mon contrat et comment je mets un peu tout ça en route. Alors,
pour répondre à ces questions-là, j'ai essayé d'envisager ça, cette remise en location, sous 3 angles différents ou sous 3 étapes différentes. La première étape, c'est quel bail pour quel projet. En bail à ferme, vous n'avez pas qu'un seul bail, vous en avez plusieurs. Vous avez le bail classique, bail de courte durée, bail de longue durée, bail de carrière et même le bail de fin de carrière. Donc l'idée, c'est vraiment ici de réfléchir à, ben voilà, j'ai un projet déterminé pour les parcelles que je vais louer. Eh bien, quel est le bail le plus efficace dans ma situation? Le deuxième angle que je vais aborder, c'est l'angle des clauses à insérer dans mon contrat. Donc, je sais qu'en matière de bail à ferme, on n'a pas énormément de liberté contractuelle, mais il y en a quand même. Et donc, l'idée, c'est de se dire, mais quelles sont les clauses en tant que propriétaire public que je peux venir mettre dans mon contrat qui vont me protéger ou en tout cas qui vont faire que, ben voilà, ma terre, elle va être exploitée comme je l'entends. Alors de nouveau, on ne pourra pas tout faire, mais on peut y réfléchir et mettre et intégrer ce type de clause dans une certaine mesure. Et enfin, la troisième et dernière étape, c'est l'idée de se dire comment est-ce qu'on va remettre en location. Moi, commune, moi, propriétaire public, j'ai un profil type d'agriculteur que je souhaiterais avoir sur mes terres. Eh bien, comment est-ce que je mets ça en route? Comment est-ce qu'avec mon cahier des charges, eh bien, je vais pouvoir arriver au but que je me suis fixé? La dernière fois et durant la première formation que je vous avais présentée, on avait terminé par ce slide-ci qui était de dire, ben voilà, une fois qu'on a récupéré une mainmise sur ces baux, hein, la première formation, c'était de dire, ben, j'ai une réforme qui est rentrée en vigueur, moi j'ai des terres agricoles qui sont en location pour le moment, comment est-ce que je récupère un peu de certitude là-dedans, comment est-ce que je récupère une bonne gestion, une gestion efficace là-dedans. Donc ça, c'était vraiment l'objet de la première formation. Et on avait terminé par ce dernier slide qui était de dire, ben voilà, j'ai une terre qui devient libre d'occupation, qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je la remets en location? Et je vous avais dit, ben, la première chose à faire avant ça, c'est d'abord de se dire, est-ce qu'au niveau de ma parcelle, j'ai des équipements qui sont manquants ou pas? Qu'est-ce que j'ai sur ma parcelle? Est-ce que j'ai des arbres, des haies? Est-ce que je veux en implanter? Est-ce que je veux faire des travaux pour lutter contre des inondations, pour lutter contre de l'érosion? Ben voilà, vraiment réfléchir ça parce que évidemment, une fois qu'on sera de nouveau en lien contractuel, de nouveau dans du bail à ferme, ben, ce sera beaucoup plus compliqué évidemment de venir faire ces travaux sur la parcelle. Et donc, c'est parfois utile de se dire, ben, je vais profiter d'un petit laps de temps entre deux locations pour venir équiper ma parcelle parce que c'est là que j'aurai le plus de liberté, là que j'aurai le plus de facilité. Et ensuite, une fois qu'on a équipé ces parcelles, eh bien là, on peut remettre en location. Et là, eh bien, on arrive à la formation d'aujourd'hui où on se dit, mais qu'est-ce que je fais? Comment je choisis mon bail? Comment je choisis les clauses que je vais insérer dedans? Et comment est-ce que je fais ma procédure de soumission pour arriver au profil d'agriculteur que je recherche? Alors, le point 1, c'est la réflexion sur le type de bail proposé. Et avant ça, la première chose à se poser, la première question à se poser, c'est quels sont mes objectifs quand je vais relouer. Ici, j'ai vraiment essayé de me dire, voilà, je suis un propriétaire public et je vais essayer de classifier 3 objectifs et ces objectifs, ils seront vraiment déterminants dans le choix du bail. Donc évidemment, vous en avez très certainement d'autres que ceux-là hein, quand vous allez remettre en location, mais ce sont vraiment ces 3-là qui vont venir déterminer quel type de bail vous allez utiliser par la suite. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de les avoir en tête. Alors, premier objectif, est-ce que c'est important pour vous d'obtenir une date de fin certaine au contrat? Est-ce que lorsque vous signez votre contrat de bail à ferme, est-ce que c'est important pour vous de vous dire, eh bien, à cette date-là, je récupère mon contrat, ma terre, et donc je vais de nouveau la remettre en location, de nouveau choisir mon locataire, de nouveau choisir le type de contrat que je veux mettre. Ça peut vous sembler particulier, mais en bail à ferme, on peut aussi avoir l'hypothèse inverse où on s'en moque un petit peu de savoir quand notre contrat se finit. Vous verrez par la suite et vous comprendrez pourquoi je vous dis ça. Et donc, on fait confiance à la loi
loi sur le bail à ferme qui privilégie un modèle d'agriculture familiale qui cède le bail de père en fils. Et donc, si pour nous, ce n'est pas important d'avoir une date de fin certaine, eh bien, on va utiliser un autre type de contrat, un type de contrat bien particulier. Et grâce à ce type de contrat, vous savez simplement qu'on fait confiance à la loi et donc votre terrain, il sera utilisé par des agriculteurs, il sera entretenu, mais voilà, vous ne saurez juste pas nécessairement quand il va se terminer. Alors, deuxième objectif, est-ce que vous avez dans l'idée, concernant certaines ou toutes les parcelles que vous allez remettre en location, d'un moment donné, les utiliser pour une autre activité qu'agricole? Ça peut être de la construction, ça peut être une utilisation à des fins industrielles, ça peut être la vente. Alors, tout ça, ces possibilités-là, eh bien, la loi sur le bail à ferme vous permet de récupérer à un moment donné les terres, même si elles sont sous bail à ferme. Donc, ça, c'est vraiment important de le savoir parce que souvent, en tant que propriétaire, on freine un peu, par exemple, au moment de louer une terre qui est située en zone à bâtir, par exemple. On se dit non, non, je ne vais pas la louer en bail à ferme parce que moi, dans 2, 3, 4 ans, j'ai le projet d'aller construire dessus un tel type de bâtiment. Eh bien, la loi sur le bail à ferme, elle n'est pas du tout un frein, elle ne doit pas être du tout un frein par rapport à ça, parce que vous avez le moyen de venir implanter une clause dans votre contrat qui vous permet à un moment donné de récupérer cette terre pour construire dessus, et ce de manière assez facile. Donc voilà, vraiment, ça mérite d'avoir une réflexion par rapport à ça. Et alors, le dernier objectif, c'est le caractère rémunérateur du contrat. Est-ce que vous, en tant que commune ou en tant que propriétaire public, si vous n'êtes pas une commune, est-ce que c'est important pour vous d'avoir un bail plus ou moins rémunérateur, ou est-ce que dans votre budget communal ou dans votre budget de propriétaire public, ça n'a pas tellement d'influence? Sachant que les fermages, donc le loyer en matière de bail à ferme, il n'est pas très élevé et dans tous les cas, même si vous avez un fermage maximal, ce ne sera pas non plus des sommes mirobolantes, hein. On parle d'un fermage moyen en région wallonne de 207 € par hectare et si vous bénéficiez d'un maximum de majoration de fermage, vous arrivez à de l'ordre de 300 € par hectare. Donc, on n'est pas sur des sommes mirobolantes, quoi. Alors, donc, l'idée ici, ça va être de reprendre chacun de ces objectifs et de voir comment les différents types de baux peuvent venir rencontrer ces objectifs. Alors, premier objectif, obtenir une date de fin certaine à votre contrat. Et d'abord, une première chose, vous voyez que dans les contrats que je vous remets ici, il n'y a pas le bail de fin de carrière. Et c'est pour une bonne et simple raison, c'est que le bail de fin de carrière, vous négociez directement avec votre locataire, donc votre terre n'est pas libre d'occupation. Le bail de fin de carrière, vous le concluez sans passer par une procédure de remise en location et donc sans passer par une procédure de soumission avec cahier des charges, etc. Et donc, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Je vais uniquement me concentrer sur les baux pour lesquels vous devez avoir des terres libres d'occupation et pour lesquels vous allez envisager un nouveau type de bail. Alors, bail de longue durée, bail de carrière et bail de courte durée, eh bien, vous avez une date de fin certaine. Quand vous concluez ces 3 baux, vous êtes certain qu'à la date de fin du contrat, vous récupérez les terres et donc vous les remettez en location à qui vous voulez selon le mode de contractualisation que vous souhaitez. Pour le bail classique, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que pour le bail classique, vous avez ce qu'on appelle les possibilités pour vos locataires de faire des cessions privilégiées et vous avez même un principe assez similaire en cas de décès du locataire. Cession privilégiée, j'en avais parlé à la première formation, c'est la possibilité pour votre locataire de céder le bail à un de ses descendants, alors c'est un de ses descendants ou un conjoint ou cohabitant légal d'un de ses descendants, ou à un descendant de son propre conjoint ou cohabitant légal, etc. Mais bon, bref, c'est plus ou moins toutes les personnes en dessous de votre locataire. Eh bien, il a la possibilité de leur céder sans votre autorisation. Et en plus, sous certaines conditions, ça a pour effet de redémarrer le bail à zéro. Donc concrètement, vous allez signer un bail classique avec un agriculteur. Celui-ci, à un moment donné, peut céder le bail, par exemple, à son fils ou à sa fille. Eh bien, ça aura, sous certaines conditions, pour effet de redémarrer le bail à zéro et donc on repart dans un nouveau bail. Et donc, quand vous signez un bail classique, eh bien, vous n'êtes jamais certain de sa date de fin. Alors, vous vous rappelez, quand je vous ai parlé de cet objectif de date de fin certaine,
si vous voulez avoir une main mise sur vos terres, ben, le bail classique, ce sera peut-être pas le bail le plus adapté à votre situation. Par contre, si vous vous dites, ben, moi, l'important, c'est que les terres ben, elles soient louées et que ben, on cède les baux de père en fils, ben, ou de mère en fille, ou de père en fille, etc. Mais moi, voilà, c'est la logique des choses. Moi, je promets une agriculture familiale et donc ça ne me pose aucun souci. Ben, voilà, alors le bail classique, il peut être envisagé dans ce cas-là. Deuxième objectif, est-ce que vous souhaitez utiliser les terres à un moment donné pour une autre activité que l'activité agricole? Vous vous rappelez, je vous ai dit, mais le bail à ferme vous permet, dans certaines situations, de récupérer vos terres avant la fin du contrat pour utiliser le bail pour une autre activité qu'agricole. Pour le bail classique, c'est possible à tout moment de mettre un thermobail sur certaines parcelles pour construire, pour affecter les terres à leur destination industrielle. Ça peut être le cas notamment de carrières, par exemple. Donc, ça intéresse moyennement en général le propriétaire public. Ou pour les vendre. Attention que pour les vendre ici, ça ne concerne maximum 2 hectares ou 10% d'un seul tenant. Donc, c'est limitatif en termes de quantité. Vous ne pouvez pas tout vendre. Donc ça, cette possibilité de construire, d'affecter à la destination industrielle ou de vendre, il faut insérer des clauses dans le contrat et donc on va venir le voir au point 2. Mais donc c'est une possibilité de mettre ça dans le bail classique. Dans le bail classique également, vous avez la possibilité de récupérer les terres pour les affecter à des fins d'intérêt général. Ça pourrait être par exemple du reboisement, ça pourrait potentiellement être faire un terrain de sport par exemple, on imagine. Attention que récupérer les terres pour les affecter à des fins d'intérêt général, ça ne peut se faire qu'à chaque fin de période, donc à chaque, soit à la fin de la période fixée dans le contrat ou à chaque fin de renouvellement de 9 ans. Alors, bail de longue durée, on a la même possibilité, donc à tout moment de mettre un thermobail sur certains biens pour construire, pour affecter à la destination industrielle ou pour vendre, mais de nouveau, vendre un maximum de 2 hectares ou 10%. Et bail de longue durée, on a également la possibilité, à la fin de la période fixée dans le contrat, donc bail de longue durée qui est de minimum 27 ans, de mettre un thermobail pour tout aliéner. Aliéner, ça peut être vendre, donner. Bon, ici, dans votre cas, ce sera en tant que propriétaire public, certainement vendre. Et ici, le bail de longue durée, comme c'est à la fin de la période fixée, eh bien, il n'y a pas de limite quantitative. Donc, vous pouvez tout vendre. D'accord ? Alors, le bail de carrière, de nouveau, vous avez aussi la possibilité de mettre un thermobail sur certains biens pour construire, affecter à une destination industrielle ou vendre. Et enfin, le bail de courte durée. Ici, on n'a plus dans la tête la logique de est-ce qu'on va pouvoir mettre un terme au contrat avant la fin prévue, parce que le bail de courte durée, en fait, il n'est prévu justement que parce que vous avez un autre objectif que pour louer, que de relouer les terres en bail à ferme. Le bail de courte durée, il ne peut être fait que parce que vous allez mettre après les terres, les affecter à des fins d'intérêt général, ou parce que vous êtes en attente de certains permis qui sont fixés dans la loi. Donc, bail de courte durée, on a vraiment un objectif très précis derrière. Et donc, voilà. Attention que le bail de courte durée, il ne peut être fait que, il ne peut y en avoir que maximum 2 en 18 ans et pour des motifs différents à chaque fois. Donc, on ne peut pas renouveler des baux de courte durée. Alors, dernier objectif, est-ce que c'est important pour moi que le contrat il soit plus rémunérateur ou moins rémunérateur? Voilà, on va recaser simplement les contrats par type de rémunération et par avantage. Mais le bail de courte durée, on a un fermage de base. Vous savez que le fermage, il est prévu légalement. On a des coefficients qui sont publiés chaque année. Et donc, bail de courte durée, c'est simplement revenu cadastral non indexé des parcelles fois ce coefficient qui change tous les ans. On a un fermage augmenté dans une certaine mesure et durant une partie seulement du contrat pour le bail classique. Donc, si dans le bail classique, on prévoit une première période d'occupation supérieure ou égale à 18 ans, on peut avoir des majorations de fermage.
Ou alors, si on laisse le bail classique durer jusqu'au 3e et 4e période d'occupation, eh bien, de nouveau, on a des majorations de fermage, mais qui sont moindres que les majorations de fermage qu'on pourrait avoir pour des baux de longue durée haute carrière, où là, c'est vraiment le top du top en majoration de fermage. On a des majorations de fermage maximales et elles sont tout au long de la durée du bail de longue durée haute carrière. C'est de l'ordre de 50% de majoration pour les terres et 25% pour les bâtiments, pour les baux de longue durée haute carrière. Comme ça, vous avez une petite idée. Alors, ça fait beaucoup d'informations à vous donner et beaucoup d'informations à intégrer. L'idée que j'ai essayé d'utiliser ici et de mettre en pratique ici, c'est de vous créer un logigramme qui vous permet de vous y retrouver assez facilement lorsque vous devez choisir le type de bail le plus adapté à votre situation. Et donc, on commence toujours par, voilà, on est au point noir, ça c'est notre point de départ. Est-ce qu'on a un projet d'intérêt général? Si c'est oui, est-ce que c'est un projet d'intérêt général à court terme? Si c'est oui, alors on va s'orienter vers un bail de courte durée. Si on n'a pas un projet d'intérêt général à court terme, mais qu'on est plutôt sur du moyen long terme, eh bien, la question c'est, est-ce que c'est un projet avec des constructions? Si c'est non, eh bien, on s'oriente vers un bail classique parce que c'est le seul qui vous permet à chaque fin de période de pouvoir récupérer vos terres pour les affecter à des fins d'intérêt général. Si c'est oui avec des constructions, est-ce que c'est important d'avoir pour vous un bail avec une date de fin certaine et en plus que ça soit un bail rémunérateur? Si c'est non, alors restez dans du bail classique. Si par contre c'est oui, eh bien vous allez vers du bail de carrière ou de longue durée. On revient à mon premier losange. Est-ce qu'on est dans un projet d'intérêt général? Si c'est non, est-ce que c'est important pour vous d'avoir une date de fin certaine et un bail rémunérateur? Si c'est non, on reste dans du bail classique. Et si c'est oui, on va dans du bail de carrière ou de longue durée. Voilà un petit peu la manière dont on peut penser les choses et dont on peut résumer les choses et ce qui peut un peu vous guider dans le choix de votre contrat. Alors, on en a terminé avec le point 1. Maintenant, on va passer au point 2, les clauses que vous pouvez intégrer dans votre contrat. On a deux balises. Les balises, c'est quoi? C'est la loi sur le bail à ferme et l'AGW qui porte sur l'état des lieux et les clauses environnementales. Et on a des aides qui ont été fournies et des repères qui ont été créés pour vous et qui sont fixés dans des arrêtés ministériels. On a l'arrêté ministériel du 20 juin 2019 qui établit un modèle type d'état des lieux et on a un arrêté ministériel qui est en attente de publication. Il est en train d'être traduit pour le moment, donc il va être publié dans pas longtemps et qui est un modèle type de contrat de bail à ferme dans lesquels on a prévu déjà les clauses dont je vous ai parlé, on les a classifiées, on les a déjà intégrées et on vous permet dans ce contrat de les activer ou de ne pas les activer, c'est selon votre bon vouloir. Donc ici, je vais simplement ne pas les reprendre vraiment une à une, mais vous expliquer un peu à quoi elles servent parce que quand vous aurez notre modèle type, vous les aurez à disposition. Alors d'abord, on a les clauses classiques et je vous ai déjà parlé des deux premières. Donc c'est important dans votre contrat d'indiquer si des parcelles que vous louez sont des terrains à bâtir ou à destination industrielle. Donc ça, c'est vraiment important de l'intégrer dans le contrat parce que ça vous permettra de manière plus aisée après de mettre un terme au bail pour affecter le terrain à sa destination. Donc voilà, vous avez la clause de congé pour vendre et donc ça de nouveau c'est le congé que je vous ai parlé qui porte sur un maximum de 2 hectares ou 10% d'un seul tenant et donc qui doit de nouveau aussi être intégré dans le contrat. Attention que parfois les propriétaires confondent la clause de congé pour terrain à bâtir et la clause de congé pour vendre. Les congés, c'est une manière de mettre un terme au contrat avant sa durée, sa date de fin prévue. D'accord? Le but du congé doit être réalisé par la personne qui a donné le congé. Par conséquent, je reprends mon premier congé. Si moi, propriétaire, je mets un congé pour terrain à bâtir, c'est moi qui dois bâtir sur le terrain et pas quelqu'un d'autre. Donc, vous ne pouvez pas donner un congé pour bâtir dessus et puis vendre à quelqu'un qui va bâtir. Vous donnez votre congé et c'est vous-même qui bâtissez dessus.
Pour la clause de congé pour vendre, de nouveau, vous mettez un terme au contrat parce que c'est vous qui allez vendre. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette logique-là en tête. Et enfin, la dernière clause, c'est la clause en cas de décès du locataire. Donc, si votre locataire décède et que le bail n'est pas repris par, grosso modo, un de ses descendants, eh bien, vous pourrez mettre un terme au contrat pour récupérer les terres et les remettre de nouveau sur le circuit locatif ou en faire ce que vous voulez derrière. Donc ça, de nouveau, c'est important de le mettre, mais cette clause, elle sera intégrée dans votre dans le modèle type de contrat qui va sortir. Alors, les clauses environnementales, pour bien les aborder, cette clause environnementale, il faut bien se rendre compte que vous avez dans la loi sur le bail à ferme et dans l'AGOE qui porte sur les clauses environnementales, vous avez vraiment des classifications. Donc, en fonction du type de parcelle, vous n'allez pas pouvoir mettre le même type de clause que en fonction des autres, que si on était dans le cadre d'une autre parcelle. Et donc, il faut vraiment, pour chaque parcelle ou en tout cas chaque bloc qui présente les mêmes caractéristiques, les remettre dans une ou plusieurs des classifications que je vais vous donner ici. Donc, globalement, il faut vous dire, est-ce que mes parcelles, elles sont avec des pentes supérieures ou égales à 10%? Pourquoi il faut se poser cette question-là? Parce que derrière, eh bien, vous allez pouvoir mettre des clauses environnementales particulières. Et donc, c'est vraiment important de réfléchir dans ce sens-là, parce que si vous réfléchissez en vous disant, mais quelles sont les clauses environnementales que je veux mettre, et puis qu'après, derrière, au final, vous ne pouvez pas les mettre, parce que la loi ne vous le permet pas, parce que vous n'êtes pas dans un type de parcelle bien particulier, vous aurez réfléchi pour rien, vous aurez réfléchi à l'envers. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se dire quelles sont les parcelles que j'ai, je les reclassifie dans ce que j'ai mis ici, et puis après, derrière, je vois ce qu'il est possible par parcelle, et je vois derrière si c'est intéressant ou pas pour moi de le mettre. Et donc, ben, voilà, il faut se dire, est-ce que je suis avec des parcelles avec une pente supérieure ou égale à 10%? Est-ce que je suis dans des parcelles de prairies permanentes reconnues comme prairies à haute valeur biologique, etc., etc. À savoir qu'on peut avoir des parcelles qui se retrouvent dans plusieurs catégories et donc on a plus de choix au niveau des clauses contractuelles, évidemment, des clauses environnementales. Donc évidemment, si ma parcelle avec pente supérieure ou égale à 10% est en même temps une prairie permanente reconnue comme prairie à haute valeur biologique, ben, voilà, on multiplie le choix des clauses derrière. Donc l'idée, et ça je le remettrai peut-être comme document, j'ai travaillé sur un tableau qui vous permet vraiment de, avec le type de parcelle que vous avez, de savoir exactement les clauses que vous pouvez faire. Ça je le redonnerai à Sacha, comme ça il pourra le mettre en ligne et ce sera beaucoup plus facile pour vous de réfléchir aux clauses que vous pouvez mettre. Ensuite, c'est important de savoir également les équipements présents sur la terre, les qualités de sol. Il faudra de toute façon procéder aux analyses de sol sur les parcelles. Donc, est-ce qu'il y a des arbres, des haies, des cours d'eau, etc. Alors, quelques petits exemples pour un peu illustrer ça. Ben, par exemple, pour tout type de parcelle, vous pouvez prévoir des modalités d'entretien des haies en prévoyant, par exemple, des périodes de coupe et des périodes et des modalités de taille. Vous pouvez également, pour tout type de parcelle, prévoir des modalités d'entretien de fascines anti-érosives. Donc ça, de nouveau, il n'y a pas besoin d'être dans un modèle de parcelle particulière. Par contre, mais pour les prairies permanentes, là, on est vraiment dans un modèle de parcelle particulière, mais vous pouvez prévoir leur maintien. Donc, interdiction pour le locataire de venir labourer des prairies permanentes, évidemment. Pour les parcelles avec pente supérieure à 10%, possibilité de maintien de taux de matière organique. De nouveau, ben, importance de faire des analyses de sol. Et ben, par exemple, les possibilités, et ça c'est mon dernier exemple, les possibilités de limiter ou d'interdire les fertilisants et ou les produits phyto, eh bien, ce n'est possible que pour les prairies permanentes reconnues comme prairies à haute valeur biologique ou pour les terrains situés près des zones de captage d'eau. Donc, on est vraiment dans un modèle de clauses et de parcelles particulières. Et donc, voilà, c'est vraiment l'idée. Il faut se dire, d'abord, on classifie mes parcelles, je vois ce qu'il est possible de faire en fonction de cette classification et ensuite, je l'intègre dans mon contrat. C'est la manière la plus aisée de réfléchir.
Alors, dernier point, on a choisi le contrat, on a choisi les clauses et maintenant, on va réfléchir à la manière dont on remet en location et dont on choisit le profil du locataire qu'on souhaite avoir. Alors, les balises, la loi sur le bail à ferme et l'AGW fixant les modalités de mise sous bail à ferme des biens ruraux appartenant à des propriétaires publics. Un repère, c'est le modèle type de cahier des charges qui vous aidera à remettre vos terres en location. De nouveau, stratégie avant de commencer et avant de réfléchir à comment on va mettre les choses en place. Quel profil d'agriculteur sur mes parcelles? C'est important de le déterminer à l'avance pour voir un peu et pour bien réfléchir aux critères d'attribution, par exemple, que vous souhaiteriez mettre en vigueur. Quels sont les leviers légaux? Dans quelle marge de manœuvre j'ai au niveau légal pour arriver au but que je me suis fixé? Et quels sont les leviers matériels? Moi, évidemment, je vais vous aider uniquement ici sur les leviers légaux. Alors, est-ce que je peux, dans mon cahier de charge, jouer sur les critères d'exclusion légaux, à savoir que l'AGW en prévoit 3? Est-ce que moi, en tant que propriétaire public, je peux les modifier, je peux ajouter des critères d'exclusion, en supprimer? Eh bien, non. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas jouer sur des critères d'exclusion en tant que propriétaire public. Par contre, vous pouvez jouer sur des critères d'attribution complémentaires, donner plus de points à un profil d'agriculteur que vous souhaitez, ou vous pouvez également, et ce n'est pas interdit, d'ajouter des définitions, par exemple, pour être cohérent par rapport aux critères que vous allez rajouter et pour bien objectiver des critères que vous allez rajouter dans votre cahier des charges. Donc ça, c'est possible. Au niveau donc de ces critères d'attribution complémentaires, de nouveau, est-ce que c'est possible de supprimer ou de moduler les critères d'attribution qui sont fixés dans l'AGW? Donc, il y en a 4. C'est des critères d'âge, de proximité par rapport aux terres, de terres déjà louées à des propriétaires publics. Eh bien, ça, non, ce n'est pas possible de nouveau. Donc, vous êtes obligé de partir avec au minimum les 4 critères d'attribution qui sont fixés dans l'AGW. Par contre, la loi et surtout l'AGW et le décret vous autorisent à créer des critères d'attribution complémentaires. Et ces critères d'attribution, le décret prévoit que ce sont des critères d'attribution comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux, à l'exclusion du montant du fermage. Alors, de nouveau, il y a des balises. Vous pouvez donner un maximum de 20 points maximum par critère complémentaire et c'est un maximum de 100 points pour l'ensemble des critères complémentaires. Vous ne pouvez pas aller au-delà parce que la GOE dit qu'en gros, les critères légaux qui sont déjà fixés dans la GOE doivent, en termes de pondération, correspondre au minimum 50% du montant total de points et ces critères légaux, ils sont fixés à 100 points. Donc, autrement dit, vous ne pouvez pas aller au-delà de 100 points. Alors, dernier point auquel il faut être particulièrement attentif quand vous allez mettre en œuvre et créer vos critères légaux, il faut bien réfléchir à l'objectif derrière et il faut bien réfléchir à la création de ces critères légaux en respectant le principe d'égalité et de non-discrimination. Alors évidemment, vous allez créer des différences quand vous allez créer des critères complémentaires, ça c'est clair, c'est le but du critère complémentaire, c'est de différencier des profils d'agriculteurs. Et donc, clairement, vous allez créer des mesures qui potentiellement pourraient être discriminatoires. Mais ce n'est pas interdit. Ce qu'il faut faire et ce que vous devez faire en tant que propriétaire public, c'est pouvoir justifier pour chaque critère, et il faut que ces critères soient évidemment objectifs et objectivables, il faut pouvoir justifier leur pertinence au regard de l'objet du marché. Et donc, il faut montrer que entre le moyen que vous utilisez et le critère que vous utilisez, eh bien, il y a un rapport de proportionnalité avec l'objectif qui est poursuivi. D'accord? Et donc, il faut bien réfléchir quand vous sortez vos critères sur ce point-là exactement et pas sortir des critères comme ça sans justification derrière, qui n'ont pas de rapport proportionné raisonnable avec l'objectif qui est poursuivi, qui est de relouer en tenant compte notamment d'aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux qui sont prévus par la GOE. Alors, quelques petits exemples.
de choses à ne pas faire. Vous aviez par exemple une commune qui avait fixé un critère qui réservait une priorité à un agriculteur à titre principal qui était domicilié, qui résidait sur la commune et dont l'exploitation était également sur le territoire des anciennes communes. Eh bien, ça a été jugé discriminatoire parce que la commune ne justifiait pas son critère et ne démontrait pas le caractère objectif de son critère par rapport au but poursuivi. Ici, il n'y avait pas de justification. Le Conseil d'État ne dit pas que, que la commune ne pouvait pas utiliser ces critères-là. Ce que le Conseil d'État dit, c'est que la commune n'a aucune justification et n'avançait aucune justification qui permette de dire que ces critères ils étaient objectifs et qu'il y avait un but derrière et que les moyens étaient proportionnés. Comme il n'y avait aucune justification, il n'y avait pas moyen pour le Conseil d'État de vérifier ça. Et donc, c'est clair que ici, ça a été jugé contraire au principe d'égalité et de non-discrimination. Un point simplement pour ce critère d'agriculteur à titre principal. Je sais que souvent, c'est proposé par les communes. Juste une chose, c'est que la problématique qu'on a, et je vous dis ça parce qu'on a bientôt les assises de la terre au mois de février. Une des problématiques qu'il y a à l'heure actuelle, c'est la problématique de l'accès au foncier pour les jeunes agriculteurs et aussi pour les agriculteurs qui ne font pas partie du milieu. Et donc, on aurait tendance à dire, dans mon cahier des charges, je vais mettre un critère qui favorise un agriculteur à titre principal parce que moi, je veux favoriser l'agriculteur qui est un agriculteur réel, qui est déjà en activité et moi, je veux vraiment le protéger. Le problème de ce critère-là, c'est qu'il est à double tranchant parce que, comme pour le moment, vous avez une difficulté d'accéder aux terres pour les nouveaux agriculteurs ou pour les agriculteurs qui ne sont pas du milieu, eh bien, vous en avez beaucoup qui commencent par être agriculteurs à titre complémentaire et donc, parce qu'ils n'ont pas assez de terres pour passer à titre principal. Et donc, le problème, c'est que si vous implantez ce type de clause dans votre cahier des charges, eh bien, vous empêchez, entre guillemets, ces agriculteurs qui essayent de devenir agriculteurs à titre principal, mais qui ne savent pas le faire parce que justement, ils ne savent pas accéder à ces terres-là. Et donc, c'est simplement pour vous dire, voilà, il faut quand même réfléchir un petit peu à ça, à cette dynamique-là, il faut bien en avoir conscience parce que c'est une des grosses problématiques qu'il y a pour le moment. Maintenant, voilà, ça reste de votre volonté de commune et de votre réflexion de commune, donc ça, j'interviens pas là-dedans. Alors, deuxième levier légaux, et par contre, ça c'est très clair. Deuxième problématique légale, ça c'est très clair. Au niveau de vos critères d'attribution, vous ne pouvez pas prendre le critère du domicile. Ça a été jugé illégal par le Conseil d'État. Alors, c'était dans un autre domaine, c'était le bail de chasse, mais ça peut très bien être transposé dans le domaine du bail à ferme. La justification en est très claire, c'est qu'en fait, le critère de domicile n'a rien à voir avec la qualité de l'agriculteur et le but derrière au niveau de l'octroi du marché. Le Conseil d'État le dit très bien, l'octroi d'un droit de priorité pour l'allocation du droit de chasse à des chasseurs qui habitent la commune est arbitraire parce qu'il ne s'avère pas que les intéressés exercent leur sport sur le territoire de la commune d'une façon qui favorise davantage l'intérêt général que les chasseurs originaires d'autres communes. Donc voilà, c'est particulièrement clair comme justification. Donc le critère du domicile, ça, il ne faut pas le mettre, quoi, grosso modo. Alors, dernier point avant de terminer, que pouvez-vous mettre en place également au niveau de la remise en location? Je vous encourage à, lorsque vous remettez vos terres en location, de prévoir une permanence avant la date limite de dépôt des soumissions. Ça peut être une permanence d'une semaine, de 3 à 4 jours, pour aider les soumissionnaires qui souhaiteraient constituer leur dossier, simplement leur donner des indications, répondre à leurs questions par rapport à ça, parce que vous avez énormément de communes qui me contactent après la date limite de dépôt des soumissions, parce que la moitié ou les 3/4 des dossiers ne sont pas complets, il n'y a pas les bonnes pièces, et donc au final, vous vous retrouvez avec parfois
parfois 10 soumissionnaires qui ont remis, mais vous en avez que 2 qui ont mis je veux dire les bonnes pièces et les bonnes modalités de preuve. Et donc, vous vous retrouvez au final avec un choix très, très limité, alors que si ça tombe, il y avait des soumissionnaires tout à fait valables, mais qui ont loupé le coche parce que voilà, ils n'ont pas bien lu les éléments, et ça arrive, honnêtement, ça arrive très souvent. Et donc, je dirais, ça pose même des problèmes aux communes après, ou aux propriétaires publics, parce que du coup, elles doivent faire des fouilles, enfin, c'est préférable de vraiment d'agir préventivement et à cette date de soumission. Donc voilà, j'en ai terminé avec mes 3 points. J'espère que je suis dans le timing, mais je pense que c'est bon. Et donc, je vous remercie pour votre attention. Si jamais, voilà, vous avez des références, vous pouvez aller sur le site agriculture-wallonie.be, onglet ruralité, bail à ferme. Vous avez des documents qui sont mis en ligne par ma direction, qui est la direction de l'aménagement foncier rural. Vous avez une adresse mail au cas où vous auriez des questions à vous poser dans le cadre des remises en location. Donc, on est disponible. Des modèles de baux, mais je vous dis, le bail classique, il est en traduction, donc il va sortir bientôt. Vous avez le bail de courte durée qui va bientôt être finalisé aussi. Donc voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a une brochure qui va sortir. Donc voilà, vous aurez bientôt beaucoup de documents à votre disposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Corentin, pour ta présentation et tes explications vraiment très, très claires. J'ai relevé quelques questions dans le chat et donc peut-être comme elles sont plutôt nombreuses et pour respecter le timing, je te demanderai si tu peux, si c'est possible, hein, d'y répondre de manière concise. Oui. Donc tout d'abord, une question de Nata Griwal. Est-ce qu'il est possible de réaliser des travaux, par exemple des plantations de haies, des aménagements anti-érosifs, etc., sur un terrain loué via le bail à ferme? Alors, la loi est très claire à ce niveau-là. Il y a une possibilité de faire ça si c'est nécessaire, entre guillemets, à la viabilité du terrain. Il y a une ouverture légale par rapport à ça, qui ne nécessiterait pas l'accord du locataire. Mais bon, c'est une question de preuve à chaque fois. Et si on ne la démontre pas, alors il faudra l'accord. Donc, j'encourage toujours, quand on est dans un bail à ferme, à d'abord passer par de la négociation avec l'agriculteur. Et puis ensuite, on voit si c'est possible de le faire. Mais c'est très limité, et il faut savoir qu'on a de la liberté de culture qui est donnée à l'agriculteur. Et donc, il est fort probable que le juge réfléchira d'abord à ce genre de choses avant d'octroyer cette possibilité-là au propriétaire. D'accord, merci. Alors, une question qui nous vient du CPS d'Anguien. Est-ce que les clauses peuvent être ajoutées ou modifiées en cours de bail? Oui, du moment qu'il y a l'accord des parties, oui. Est-ce que les clauses environnementales impactent le fermage perçu? Non. Alors, deux questions qui concernent un petit peu la caractérisation de la parcelle. Comment est-ce qu'on peut savoir de quel type de parcelle il s'agit? Qu'est-ce qui détermine s'il s'agit d'une prairie permanente à haute valeur biologique, etc. Et est-ce qu'on peut faire un état des lieux pour ces parcelles en cours de location pour justement déterminer le type de parcelle? Alors, ce qui les détermine, donc prairies permanentes, prairies haute valeur biologique, etc., elles sont définies dans la GOE sur les clauses environnementales. Donc, si je reprends par exemple, voilà, si je reprends par exemple la prairie permanente, ce sont des terres qui sont consacrées à la production d'herbes ou de plantes fourragères herbacées et qui ne font pas partie du système de rotation des cultures d'une exploitation depuis 5 ans au moins. Donc ça, c'est une prairie permanente.
Et ces prairies permanentes, même si il y a des arbustes ou des arbres, ça peut être présent dessus évidemment, mais il faut que l'herbe et les plantes fourragères restent prédominantes. Et pour prairies haute valeur biologique, ce sont des prairies qui bénéficient d'un avis d'expert au sens de l'AGOE du 3 septembre 2015. Donc ça, il faut un avis d'expert, tandis que pour les prairies permanentes, pas. Donc il y a des définitions au début de l'AGOE. Et alors, il y avait quoi d'autre comme question? Tu peux me le rappeler? Juste une précision par rapport à la question là. En Oui. fait, je pense que la question, en fait, in fine, déterminer si c'est une prairie permanente, on ne peut pas a priori l'identifier via le cadastre, via des photos Non, et autres. C'est vraiment une c'est un état de fait. de terrain, Ouais. sur le terrain. D'autant plus qu'on a prairie temporaire aussi, donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais donc, ça veut dire qu'il faut aller sur le terrain pour le voir, quoi. Oui. Merci. Et alors, en cours de bail, oui, on pourrait l'imaginer. Maintenant, c'est compliqué parce que ça nécessite un accord avec le locataire. Je ne sais pas si dans les faits, on a la possibilité de faire ce genre de choses, hein. Merci. On a encore quelques petites questions. Après, on pourra poursuivre avec notre deuxième intervenant. Une question de Madame Cosse. Quel type de bail devrons-nous conclure avec l'agriculteur qui occupe des parcelles depuis de nombreuses années et pour lequel on ne retrouve dans les archives uniquement des délibérations d'attribution du conseil communal? Est-ce qu'on peut considérer qu'il s'agit d'un bail? Et la deuxième partie de la question, c'est peut-on envisager de majorer automatiquement leur fermage de 150%? Alors, donc, la question, c'est, donc, on a un bail verbal, du coup, puisque vous ne retrouvez que des délibérations du conseil communal. Donc, dès l'instant où il y a un bail verbal, il y a un bail à faire, ça c'est clair. Et donc, c'est de la négociation avec l'agriculteur. Donc là, c'est la formation, la première formation que j'avais donnée. Donc, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe par l'écrit? Est-ce qu'on négocie pour faire un bail de fin de carrière, par exemple, avec l'agriculteur? Donc, ça doit être des choses qui doivent être envisagées. Ça, vous pouvez retourner voir toute la formation que j'ai donnée sur ça. Je pense qu'elle était enregistrée, donc ça, on peut peut-être la donner à madame. Et alors, faire des majorations d'office, mais non, parce que donc, les nouvelles majorations qui sont prévues par la loi ne sont d'actualité. Par exemple, les majorations en troisième et quatrième période dont j'ai parlé ne sont d'actualité que pour les nouveaux baux, conclus à partir du 1er janvier 2020. Donc ça, c'est une première chose. Et alors, deuxième chose, pour avoir des majorations de l'ordre de 50%, eh bien, il faut aller vers des baux de plus longue durée. Et donc, non, on ne peut pas de son propre chef majorer le fermage. Ça dépend du type de bail qu'on a. Peut-être une dernière question qui en englobe plusieurs. Donc, c'est est-ce qu'on peut imposer des pratiques telles que la culture biologique ou d'autres pratiques comme l'utilisation raisonnée de l'eau, etc., pour les parcelles dans les clauses environnementales? Non. Non, les seules clauses qui sont possibles, ce sont celles qui sont fixées par l'AGOE au niveau des clauses environnementales. Il faut savoir que le principe en bail à ferme, c'est la liberté de culture, qui permet à votre agriculteur, qui est d'abord et avant tout un entrepreneur qui doit pouvoir se retourner à tout moment, de pouvoir gérer son exploitation de la manière la plus efficace et efficiente pour lui, et d'avoir le choix le plus rationnel pour lui dans sa situation propre. Tout ce qui est clause environnementale, ça vient évidemment restreindre cette liberté de culture. Et donc, on ne peut utiliser que celles qui sont prévues légalement. Par contre, on pourrait imaginer au niveau du choix de l'agriculteur au départ, au niveau des critères d'attribution, de sélectionner un agriculteur qui a ces pratiques-là. Mais on ne pourra pas lui imposer dans le contrat de les conserver sur le long terme parce que toujours, notre agriculteur n'est pas un employé, c'est d'abord et avant tout un locataire
et un locataire qui a une activité professionnelle et donc qui doit pouvoir s'adapter. Et donc, on peut choisir un agriculteur qui est plus en accord avec notre volonté par rapport à ces terres, mais derrière, on doit pouvoir lui laisser, si jamais il y a un marché qui change complètement, là, on peut très bien imaginer, hein, tout d'un coup, un marché du bio qui est saturé, le bio n'est plus rentable, il doit s'adapter par rapport à ça, pratiquer un autre type d'agriculture, eh bien, il doit pouvoir le faire. C'est la liberté de culture et c'est la liberté d'entreprendre. Donc, c'est vraiment cette balance entre les deux. D'accord, merci beaucoup. Je vais simplement remettre, pour la question de Nata Griwal, je vais simplement remettre l'article de loi sur donc c'est l'article 28 alinéa 1er. Je vais le remettre dans la boîte de dialogue, comme ça ils auront l'article à leur disposition. Super, merci. Donc, il y a dans le chat quelques éléments de réponse aussi qui sont donnés par les uns et les autres, et notamment Françoise Bedoret ou Antoine Gérard. En fait, notamment, donc n'oubliez pas le très utile Wallon Map, où il y a pas mal de couches. On va peut-être pas les détailler ici, mais c'est une perspective aussi dans un travail un peu d'un atelier cartographique, d'aller un peu plus loin sur comment on valorise toutes les informations qui sont déjà sur Wallon Map et le cas échéant qui peuvent être utilisables et transférables sur les cadastres, les informations cadastrales dont vous disposez à l'échelle de votre commune. Donc, on parlait de CIGEC, qui est cette fameuse base de données des agriculteurs, enfin, sans les nommer, hein, potentiellement. En tout cas, c'est une couche qui s'appelle donc des surfaces anonymisées. Donc, potentiellement, en tout cas, ce qui est accessible, c'est de savoir s'il y a des agriculteurs sur les parcelles chez vous, c'est au minimum, mais pas avec les noms à ce stade, hein. Donc, c'était une bonne question qui était posée dans le chat. On peut essayer de se renseigner, en tout cas pour les opérateurs publics et pour vos propres terres, de voir le cas échéant comment vous pouvez identifier votre locataire, quoi, hein, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, ce qu'on va faire au niveau de l'équipe et en particulier avec Corentin évidemment, c'est pour les questions qui n'ont pas de réponse, d'essayer de vous répondre et de mettre un petit document donc avec les autres documents de cette présentation. Je peux peut-être juste, Françoise, parce que ça va me prendre 3 secondes, il y a 3 questions auxquelles je peux répondre en 3 mots. Quel est le total des points? Max 200 points alors, c'est 100 plus 100, donc max 200 points au total. Doit-on utiliser les critères d'attribution de l'AGOE pour une convention d'occupation à titre précaire et gratuit? On peut. Est-ce qu'une cession privilégiée est possible pour un bail de durée déterminée? Donc, de nouveau, ça c'est le premier point que j'ai présenté. Cession privilégiée, elle est possible dans le cadre du bail classique, pas possible dans le cadre du bail de longue durée, de carrière et de courte durée. Voilà. Voilà. Et donc, pour ce qui est les commodas, donc c'est d'autres façons de contractualiser. Il y a aussi l'amphithéose et autres entre l'opérateur public et le locataire. Donc, ça va faire l'objet d'un autre webinaire au printemps. Donc voilà, on est en train, au niveau Terre en Vue, à Bruxelles en particulier, de faire toute une étude juridique sur ces autres formes de contractualisation. Il y aura une présentation présentielle en mars, mais vu les conditions Covid, ce sera en petit comité, mais on va le retransformer en webinaire pour le printemps. Voilà, voilà. Le temps passe. Merci Corentin pour cette très grande et très intéressante présentation. Merci Sacha pour l'animation des questions-réponses. Sarah Ruidan, donc, et conseillère à Marchand-Famenne, va nous présenter leur expérience d'intégration de critères d'attribution, donc de clauses environnementales dans les critères d'attribution, donc dans le cadre d'une procédure d'adjudication pour des terres publiques. Voilà, Sarah. Nous aurons donc aussi un petit question-réponse. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat également. Et donc, comme dit en début, il y a deux de ses collègues, Mme Marcotti et Mme Sion, qui sont du service patrimoine avec lesquels Sarah a travaillé. Elles ont fait un bon trio de travail. Voilà, Sarah, je te partage ton PowerPoint et merci déjà. Bonjour tout le monde. Voilà, j'essaye de le mettre en plein écran. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, ok, super. Donc, on a travaillé sur l'intégration de critères d'attribution supplémentaires, comme Corentin vous en a parlé. On n'a pas travaillé sur les clauses environnementales à proprement parler, simplement parce qu'on n'était pas dans le cadre prairie à haute valeur biologique où on n'avait pas de pente supérieure à 10%. Et donc, on avait plus d'intérêt à travailler sur ces critères d'attribution supplémentaires.
Donc, pour vous poser le cadre, ce travail, il a porté sur des terrains agricoles que la ville souhaitait mettre à disposition. Et on a travaillé en deux parties. Il y avait toute une partie bail à ferme de plus ou moins 36 hectares qui concernait presque une zone. Alors, ce n'est pas des terrains d'un tenant, mais c'est vraiment très localisé. Et il y a une autre partie des terrains qu'on a passé en commodat pour des raisons que Corentin a exprimées. Par exemple, l'idée de projets d'utilité publique qui pourraient avoir lieu dessus ou des constructions. Là, il y a deux zones et une des deux zones se trouve dans la zone bail à ferme. Comme ça, vous situez. Et là, on parle d'une dizaine d'hectares. C'est un projet qui a été porté par notre échevin du patrimoine, qui est notre premier échevin, Nicolas Grégoire, et l'échevine de la transition écologique, Valérie Lescrenier. Et leur volonté politique, c'était d'aider en priorité les jeunes agriculteurs qui possèdent peu de terres et qui visent une agriculture ancrée dans la transition écologique. Comme ça, vous avez vraiment le cadre. Et alors, pour le petit historique, c'est presque 40 hectares de terre, dont quasi la totalité sont passés en bois à ferme et une petite partie en commodat. C'est parce qu'en 2018, la ville a fait l'acquisition d'une ancienne ferme et de tous ses terrains. En 2019, tout avait été passé en commodat simplement parce que mes collègues souhaitaient attendre la réforme du bail. Et il y avait déjà eu un travail avec une commission pluraliste au niveau du conseil communal pour justement travailler en parallèle avec toutes les parties prenantes. Et puis en 2020, il y a eu la réforme du bail à ferme. Il y a eu une commission pluraliste qui s'est remise en place. Les différents services communaux, donc patrimoine, juridique et environnement, dont mes deux collègues sont présents ici, ont été convoqués pour travailler sur le dossier. Et on a aussi travaillé avec l'appui d'un avocat spécialisé dans le bail à ferme et en lien avec les services compétents de la région, dont le service de Corentin. Et puis en 2021, une fois que le dossier était bien préparé, il y a eu le lancement de la procédure de mise en adjudication. Et donc, pour le service environnement, ce qui a vraiment été important, c'était de réfléchir à des critères d'attribution supplémentaires à caractère environnemental qu'on pouvait placer dans le cahier des charges. Je vous expliquerai après les différents critères. Alors, une fois qu'on a des critères, il faut aussi une grille d'analyse, d'interprétation des critères, ce qui demande du temps et aussi du travail. Et ensuite, on peut analyser les candidatures, quoi. Pour établir les critères, j'avais différents filtres. Mais la première chose, c'était d'abord de faire des recherches et de parler avec des gens qui s'y connaissent, tant sur les aspects légaux que sur les besoins pratiques du terrain, que sur ce qui s'est déjà fait ailleurs. Et donc, s'il y a un conseil que je peux partager, c'est vraiment de ne pas rester seul, d'aller parler à des agriculteurs, d'aller parler aux associations qui travaillent dans le domaine et d'aller parler aux centres de recherche, d'aller parler aux services publics qui sont compétents. Il y a des gens qui travaillent là-dessus et il y en a toujours plus dans plein de têtes que dans une. Et puis, une fois qu'on a amassé plein de données, il faut les synthétiser et puis les reformuler pour avoir quelque chose de concret à proposer. Et donc, une fois que j'avais des critères qui me paraissaient intéressants, j'allais voir mes collègues et on allait ensemble les proposer à l'avocat spécialisé, puis aux échevins et à la commission pluraliste. Et comme ça, on arrivait devant le conseil avec quelque chose de construit à plusieurs, qui était fort et qui était déjà validé. Donc, c'était assez intéressant de fonctionner comme ça. Voilà. Et donc, il y a vraiment une partie de recherche, une partie d'objectivation, j'ai envie de dire, de reformulation et de vérification des aspects légaux. Et du coup, après, on a quelque chose qui tient la route, quoi. Je vais vous passer en revue les critères qu'on a injectés.
Alors, le premier, c'est celui qui prend un peu plus de temps. C'était une demande des échevins, c'était que les agriculteurs puissent nous remettre une note de motivation. Alors, l'idée, c'était qu'ils nous expliquent en quoi ils rencontraient les critères de transition écologique que nous, on poursuivait, en quoi ils pouvaient promouvoir une agriculture durable, raisonnée, etc. En quoi, par exemple, ils visaient un développement durable, une sobriété énergétique, en quoi ils étaient concernés par leur cyclage. Donc, on a été assez loin dans ce qu'on leur proposait de nous expliquer. Et il y a eu tout un travail de définition à faire, évidemment. Et ça, si jamais quelqu'un a besoin, je peux partager le travail qu'on a fait. Et pour analyser ce critère, on avait posé des balises. Et déjà, on attribuait des points s'il y avait une note de motivation qui était bien existante, si elle était en lien avec ce que nous, on avait décrit, si elle valorisait des modèles agricoles qui visaient la transition écologique, et aussi si eux nous parlaient de projets futurs en lien avec ça. Alors, l'intérêt de ce critère, c'est que ça laissait aux exploitants une liberté d'expression, une possibilité de créativité, et au final, de nous proposer quelque part eux-mêmes certains critères. Un des soucis qu'on a relevé, c'est que ça devait passer par l'écrit. Tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Il y a moyen de contrebalancer ça, mais c'est une faiblesse en tout cas. Et alors, une faiblesse qui était peut-être plutôt une difficulté, c'est la nécessité de vraiment bien définir en amont quels étaient nos objectifs de transition écologique. Et donc, pour la suite, si on recommençait, il y a des questions qu'on pourrait se poser, comme par exemple, est-ce qu'on proposerait une audition aux agriculteurs plutôt que de l'écrit, ou est-ce qu'on leur proposerait de faire appel à quelqu'un pour écrire? C'est ce qu'un agriculteur a fait dans le cadre de ce dossier-ci. Ou est-ce qu'on baliserait leur écrit par des questions? Ça pourrait aussi être le cas. Donc voilà, en tout cas, c'est un critère qui était intéressant et qui peut être travaillé. Le deuxième critère qu'on a posé, c'est la date de la première installation comme titulaire ou co-exploitant. Et on valorisait l'agriculteur qui était installé depuis le moins d'années. Et ça venait contrebalancer justement le critère légal qu'on ne peut pas enlever, qui est l'âge du soumissionnaire. Puisque oui, on veut valoriser les jeunes agriculteurs, mais qu'est-ce que ça veut dire jeune? Est-ce que ça veut dire simplement avoir moins d'un certain âge, ou est-ce que c'est être jeune agriculteur et ne pas être installé depuis longtemps? Et on voulait que ça puisse rentrer aussi en ligne de compte. Donc, ce critère le permettait. Il y avait un critère de participation à une dynamique locale. Et donc, là, on valorisait les personnes qui avaient un magasin à la ferme, qui faisaient partie d'une coopérative, qui pouvaient nous expliquer qu'ils faisaient de l'accueil à la ferme, etc. La force de ça, c'est que ça rejoignait vraiment nos objectifs de transition, ça montre une volonté de dynamiser le circuit court. La faiblesse, c'est de nouveau qu'il faut définir le circuit court, et ce n'est pas toujours évident. On peut éventuellement travailler avec les émissions carbonées, mais c'est un assez gros challenge. Donc voilà, il fallait baliser tout ça. Il y avait un critère qui visait le caractère innovant des cultures ou des modes de culture envisagés. Et donc, moi, ce que j'ai regardé là-dedans comme sous-critère, c'était est-ce qu'il y avait des techniques ou des types de production qui étaient innovantes? Est-ce qu'il y avait une diversité de la production? Est-ce qu'il y avait de la tertiarisation? Alors, les forces de ce critère, c'est qu'on valorise, par exemple, de la transformation au niveau local, et on valorise de la prise de risque de la part des exploitants. Maintenant, comme faiblesse, clairement, ce n'est peut-être pas un critère qui est encore assez clair. Et au niveau de la clarté, ce qu'il faut vraiment... la chose sur laquelle il faut vraiment insister, c'est le lien avec la transition écologique. Parce que la tertiarisation, elle peut partir dans tous les sens, évidemment, par exemple.
On avait ensuite un critère en termes de mesures agro-environnementales et climatiques, donc les MAEC. On valorisait les engagements à ce niveau-là. Et là, il y a un travail qui a été de nouveau très chouette. Donc, quand je vous disais tantôt de ne pas rester seul, on a travaillé avec Nata Griwal, avec le conseiller de notre zone, et on a pu cibler, on a pu aller très loin et cibler les mesures agro-environnementales et climatiques qui, dans notre zone, sont réalisables, ont un intérêt, et du coup, en exclure d'autres parce qu'elles n'étaient pas cohérentes. Donc, c'était un travail de collaboration. C'est un critère qui est objectif. On l'a activé ou pas, cet MAEC. Et c'est vérifiable. Il y a des outils qui existent. Les agriculteurs peuvent prouver très facilement qu'ils ont enclenché ou pas une MAEC. La faiblesse, c'est que le critère est valable tant que le système PAC est comme il est. Si un jour il venait à changer, ben voilà, le critère il tombe. Et le critère tel que nous, on l'a écrit, il ne permet pas de valoriser des engagements semblables sans avoir activé des MAEC. Il y a peu d'agriculteurs qui ne le font pas, mais il y a des agriculteurs qui, en fait, prennent des mesures équivalentes et qui ne demandent pas les primes. Et donc, ça peut se rectifier assez facilement en spécifiant que ce qui est similaire ou équivalent peut être aussi valorisé. L'avant-dernier critère qu'on avait injecté, mais Corentin vous en a parlé, c'était l'activité agricole à titre principal. Et je pense que la volonté qu'il y avait là derrière, comme tu l'as souligné, Corentin, c'était de s'assurer que c'était, entre guillemets, vraiment les agriculteurs qu'on protégeait, etc. Mais en fait, on déforce d'autres choses. Et donc c'est la faiblesse du critère. Je ne vais pas revenir dessus. Alors, il y avait aussi comme 7e critère la perte d'un bien pour des raisons d'utilité publique. Par exemple, les exploitations industrielles, la création de lotissements, enfin, des choses dont Corentin a parlé tout à l'heure, par exemple. La force de ça, c'est qu'on a pu prendre en compte un historique local parce qu'on sait que quand il y a eu des pertes, etc., la faiblesse, c'est peut-être qu'il aurait fallu encore plus clarifier les types d'utilisation. Et alors, du coup, jusqu'où on va? Est-ce qu'il y a des délais, une échelle dans le temps? Est-ce que quelqu'un qui a perdu des terres pour raison d'utilité publique à 50 ans, on décide de le valoriser ou pas? C'est des questions qui se posent et qui mériteraient d'être approfondies. Du coup, en synthèse, ce que je trouvais important de vous dire, de retenir pour la suite, c'est que il faut vraiment bien cibler l'intention et les objectifs du projet pour que vous sachiez dans quel cadre vous jouez, dans quel mandat vous avez et comment vous pouvez avancer. Parce qu'il y a des clauses qui ne servent à rien si derrière vos collaborateurs ou vos échevins ou quoi ne suivent pas et si ce n'est pas la volonté. La deuxième chose, c'est vraiment de ne pas rester seul. La troisième, c'est vraiment de s'assurer qu'on a des critères solides et qu'on a une grille d'analyse derrière qui est claire. L'importance aussi de travailler avec des experts au niveau juridique, que ce soit dans les services publics ou des privés. C'est aussi assez important de rester créatif et ouvert parce que c'est bien de s'ouvrir plein de portes et après, on passe dans un entonnoir et on vérifie. Mais c'est important parce que sinon, on n'innove pas. Et alors ça, Corentin en a parlé, effectivement, de prévoir de l'aide pour les agriculteurs à un moment pour remplir les documents ou au moins pour répondre à leurs questions, ça peut être vraiment intéressant. Parce que c'est quelque chose qui s'est présenté à nous et les questions étaient là. Voilà, du coup, moi, j'en ai fini pour ma présentation. J'espère que c'était clair et que c'était intéressant pour vous. Merci beaucoup, Sarah, pour ta présentation. Et oui, je confirme, elle est super intéressante et très inspirante. J'ai relevé une question dans le chat et j'en profite pour demander si d'autres ont des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. C'était une question, donc je la reprenne.
Voilà. Est-ce que l'on peut mettre comme critère que le travail agricole, donc les semis, les récoltes, le pâturage, etc., doit être réalisé par l'agriculteur et non par un tiers ou un entrepreneur agricole, sauf en cas de force majeure, bien sûr. Alors, au niveau de la légalité du critère, je ne sais pas si ça touche à quelque chose. Après, c'est aussi l'intention qu'il y a derrière, j'imagine. Et donc, dans ce cas-là, c'est un choix à décider en équipe en amont. Mais je peux peut-être répondre par rapport à ça. Pour moi, déjà, il y a la question de ce qu'on veut faire avec ce type de critères. Parce que le principe même d'une entreprise, enfin de l'agriculture, c'est d'être un entrepreneur. Et donc, vous allez gérer votre activité de la manière la plus efficace possible, qu'on soit un maraîcher sur 2 hectares ou qu'on soit sur un agriculteur un peu plus intensif sur beaucoup ou une vision entre les deux. Dans tous les cas, vous allez certainement avoir à un moment donné des travaux que vous ne savez pas faire vous-même. Vous allez planter du maïs, vous allez planter du froment. La machine qui va venir récolter ça, en général, est tellement onéreuse et sert sur tellement peu de temps que les agriculteurs vont passer par des entrepreneurs agricoles qui vont venir récolter. Et donc, pourquoi est-ce qu'on devrait empêcher ce principe qui n'est pas, enfin, qui est efficace parce que ça vous permet aussi, si on réfléchit d'un point de vue réchauffement climatique, etc., d'utiliser une machine de la manière la plus efficace parce qu'elle va être utilisée par un grand nombre plutôt que d'avoir plusieurs machines qui sont chez chacun des agriculteurs et qui font très peu servir au final. Donc déjà, il faut réfléchir à l'opportunité d'utiliser ce paramètre-là. Alors évidemment, je sais très bien que derrière, il y a la question un peu de ce qu'on appelle les gentleman farmers qui ne chaussent pas leurs bottes et qui exploitent leur activité tout par des entreprises agricoles. Je sais très bien qu'on a ça. C'est très difficile de venir objectiver ce critère-là et d'expliquer en termes, parce que de nouveau, les critères d'attribution, ce sont des critères qui doivent toucher à des critères sociaux, environnementaux et qualitatifs, d'expliquer pourquoi ce type d'agriculture est moins bonne qu'une autre, même si on comprend bien derrière qu'on veut favoriser l'agriculture locale et celui qui est réellement un agriculteur, c'est très difficile de jauger les deux et d'arriver à mettre une objectivation derrière, quoi. Si vous avez la solution, vous pouvez le faire, mais voilà, il faut vraiment avoir ce côté-là en tête de se dire, il faut que mon critère soit un critère qualitatif, social ou environnemental, comment est-ce que je l'objective et comment est-ce que je le mets en œuvre et comment est-ce que je démontre avec mon objectif que les moyens que j'utilise sont proportionnés. C'est simplement ça. Donc, ça doit faire l'objet d'une réflexion et pas juste on veut baquer celui qui passe par des entreprises parce que les 3/4, voire les 4/5 des agriculteurs le font. Merci Corentin pour tes compléments d'information. Je voudrais ajouter, si je Oui, peux ajouter 2 bien sûr, précisions, oui. enfin, ou 3 précisions. Voilà, bonjour à tous. Donc, je reviens, moi, sur le critère qu'on a fixé d'activité exercée à titre, d'activité agricole exercée à titre principal. Alors, effectivement, la commission pluraliste a souhaité prévoir ce critère. Alors oui, il est à double tranchant puisque dans certains cas, certains n'ont pas assez de terre, ce qui ne leur permet pas d'atteindre la qualité d'agriculteur exercé à titre principal. Mais je voudrais préciser ici que ce n'est pas un critère d'exclusion. Donc, ce n'est pas parce que la personne n'est pas agriculteur à titre principal qu'elle n'a pas pu déposer sa candidature. La seule chose, c'est que juste, elle avait moins de points par rapport à un agriculteur à titre principal. Parmi toutes les candidatures reçues, il y a seul un candidat qui était concerné et qui donc n'était pas agriculteur à titre principal, mais à titre complémentaire. Et il faut savoir que cet effet pervers de ce critère, finalement, si on peut le dire comme ça, a été un peu contrebalancé parce que nous avons lancé, donc concomitamment à cette procédure d'adjudication en bail à ferme, une mise à adjudication de terre pour des propriétaires donc non agriculteurs d'animaux paissants. Donc,
des gens qui ont des animaux, qui ont besoin de terres, mais qui ne sont pas du tout agriculteurs, ont pu déposer une candidature pour certaines terres qui leur ont été réservées. Donc voilà. Donc voilà pour cette question du critère à titre principal. Alors au niveau du domicile, donc agriculteur, domicilié sur la commune, on y avait pensé, et aussi parce que je vois dans le chat que certains évoquaient notamment le fait que on privilégierait des agriculteurs domiciliés sur notre commune puisque ça pollue moins, il y a moins de trajets, moins de déplacements. On y avait pensé, mais notre conseil juridique nous avait effectivement confirmé que c'était un critère illégal, qu'on ne pouvait pas l'utiliser. Dans notre cas, ça avait quand même toute son importance puisqu'on avait une partie de nos terres qui se trouvait sur une commune voisine. Donc forcément, voilà, des agriculteurs non communaux souscrivaient et étaient intéressés par ces terres-là aussi. Mais quelque part, le critère du domicile et ce caractère moins polluant d'agriculteurs domiciliés sur la commune est un peu contrebalancé par un des critères d'attribution obligatoire qui prévoit l'attribution de plus de points à l'exploitation agricole qui est la plus proche de la terre sollicitée. Donc voilà, donc quelque part, ce caractère moins polluant, oui, vous avez de toute manière plus de points. Au plus votre exploitation agricole est proche de la terre sollicitée, du bien sollicité, au plus vous avez de points aussi. Donc, voilà ce que je voulais dire là-dessus. Je voudrais préciser que dans notre cas, parce que je vois qu'il y avait une question aussi, on a fait des baux classiques. On avait dans un premier temps pensé à faire des baux de courte durée, mais en invoquant comme critère d'intérêt général, en fait, on avait pensé qu'on ne voulait pas engager plusieurs mandatures politiques, donc sur des années et une durée illimitée dans le temps. Mais en fait, il faut que le caractère d'intérêt général, ça nous avait été confirmé par notre conseil, soit existant au moment où on décide de lancer la procédure. Donc voilà, là, les mandatures politiques futures ne sont pas encore présentes à l'heure actuelle, donc ça n'a pas marché. Et une dernière chose que je voulais dire, mais je ne sais plus. Oui, je voyais aussi dans le chat qu'on nous demandait si finalement l'attribution avait été faite et avait rempli les objectifs attendus. Et ça, je dois dire que oui, tout à fait. À l'analyse des critères que l'on avait fixés et qui sont fixés donc de par cette réforme de la loi sur le bail à ferme, on a clairement vu, c'était vraiment flagrant, que ce sont vraiment les jeunes agriculteurs disposant de peu de terres qui étaient pas privilégiés, mais qui se retrouvaient sur le haut du classement ici. Et donc, dans notre cas, l'objectif était vraiment atteint, quoi. Donc, voilà, c'est ce que je pouvais préciser. J'espère que je n'ai pas été trop longue et que c'était clair. Voilà, merci. C'était très clair. Merci beaucoup, Isabelle, pour tes explications. Françoise, est-ce que tu voulais faire un petit mot? Oui, donc il y avait une question également par rapport au fait d'obliger ou de mettre une proportion, si on prend le cas d'un maraîcher qui devrait livrer une coopérative lorsqu'il est locataire d'une terre publique. En tout cas, de notre expérience à terre en vue, on pense que ce n'est pas adéquat. De nouveau, à la fois par rapport à une espèce de principe peut-être de liberté de culture ou de liberté d'entrepreneuriat, en partant un peu du principe qu'un entrepreneur, quand il a une forme de liberté, il est le plus créatif et il est capable de s'adapter. Par contre, inversement, si la coopérative ou la cuisine collective peut proposer une filière à un prix décent à l'agriculteur, je pense que lui sera capable d'analyser s'il a la pertinence d'aller offrir évidemment à la coopérative ou autre. Donc, mettre ça dans les conditions d'attribution, c'est peut-être plutôt faire comme l'ont fait ici Marchand Famenne, de dire nous, on va privilégier, on va mettre quelques points en plus à ceux qui commercialisent en circuit court, avec les faiblesses que Sarah a évoquées, mais d'imposer un pourcentage, nous, de notre expérience, c'est quelque chose qui va freiner à la limite des agriculteurs à postuler. Donc voilà, et c'est parfois, pour ceux qui avaient suivi le webinaire de la fois passée, c'était un peu ça aussi, parfois de faire un appel à intérêt, vous faites un premier cahier des charges, vous faites appel à un intérêt qui permet de tester votre cahier des charges, est-ce qu'il est pertinent et de voir qui répond. Donc, c'est comme ça que nous, avec certains opérateurs, on a pu voir qu'en fait, les durées proposées de baux de location étaient trop courtes pour que des agriculteurs professionnels puissent s'investir vraiment et estimer que ça vaut la peine de se lancer là-dedans. Donc, il y avait ça. Je voulais juste dire aussi qu'un des objectifs aussi, c'est de travailler en atelier dès qu'on le pourra. On verra un peu si on doit faire une forme virtuelle, mais ce serait mieux en live, en présentiel, de vraiment travailler sur des cas concrets que vous avez via des ateliers à 15-20 personnes et de se creuser un peu la tête pour voir comment on peut travailler sur ces critères d'attribution
pour atteindre les objectifs. Et Madame Marcotti l'a bien précisé, ici, parce qu'il y avait une intention claire qui était bien exprimée de la part du collège ou des échevins concernés, ils ont réussi, et c'est ça aussi la performance, à atteindre les objectifs recherchés. Donc, il y a vraiment un enjeu à, peut-être parcelle par parcelle ou groupe de parcelles par parcelle, de bien comprendre les enjeux, donc ce que vous avez, les enjeux que vous cherchez, que votre collège ou les opérateurs, en tout cas publics, recherchent et les formuler. Et donc, c'est un peu aussi ce travail-là que certaines communes ici, qui sont présentes ici entament aussi. C'est autant ils font un travail de fond sur l'inventaire, autant ils vont rechercher des terres et définir des objectifs pour les recherches de terre. On ne va pas rechercher une terre de maraîchage comme on va rechercher, le cas échéant, une terre pour de l'élevage, parce qu'il y a une demande de maraîcher par l'opérateur public, quoi. Donc voilà, et alors j'insiste évidemment dans les critères sur la proportionnalité, sur l'argumentation. Donc dans les critères d'attribution, comme Corentin l'a dit, on peut donc mettre des critères là qui sont complémentaires, mais ils doivent être étayés par l'intention de nouveau politique. Si votre conseil communal a pris une décision dans son PST en disant, voilà, nous, vu les enjeux, vu le vieillissement de la population d'agriculteurs, on veut vraiment soutenir les agriculteurs et les jeunes agriculteurs, ça a du poids pour montrer qu'il y a une proportionnalité et qu'il y a une intention dans la définition de critères d'attribution qui favorise plutôt les jeunes agriculteurs. Donc, c'est ça qui va permettre d'étayer et de rendre proportionnel et pertinent votre démarche de critères d'attribution. Je vais juste rebondir. Oui, François, je peux rebondir sur… Sous-location pour toi aussi, Corentin. Oui, c'est ça. Mais justement, je voulais revenir par rapport à ça. Donc, il faut vraiment bien distinguer parce que parfois, je vois qu'il y a des questions qui confondent un petit peu les critères d'attribution et les clauses qu'on peut insérer dans le contrat. Il faut vraiment bien distinguer les choses. D'une part, vous avez votre cahier des charges qui vous permet de filtrer et de parvenir au locataire que vous souhaitez. Pour pouvoir choisir votre locataire, vous pouvez fixer des critères d'attribution qui sont soit qualitatifs, sociaux ou environnementaux. Donc, on a cette balise-là. Une fois que vous arrivez, et donc ces critères-là, ils doivent être objectifs, ils doivent être raisonnables, ils doivent être justifiés au niveau de votre cahier des charges. Une fois que vous arrivez à votre locataire que vous avez obtenu grâce à la fixation de ces critères qui doivent être justifiés, objectivables et proportionnés, eh bien, vous allez signer avec lui un contrat de bail à ferme. Et donc, on va quitter le droit administratif pour rentrer dans du droit civil, où là, vous allez pouvoir lui imposer, dans le cadre de votre relation contractuelle, des obligations qui sont des clauses environnementales, qui sont d'autres types de choses. Et donc, il faut bien distinguer les deux. Les critères d'attribution vous servent à choisir l'agriculteur que vous allez avoir comme locataire. Et derrière, votre contrat, il va servir à lui imposer certaines choses dans le cadre de ses pratiques. Et ces choses ici, elles seront limitatives puisque vous ne pourrez pas choisir tout ce que vous voulez en termes de clauses environnementales. Même si vous les justifiez pour x, y raison, la loi dit, eh bien, on ne peut, dans ce cas-là, par exemple en prairie permanente, on ne peut choisir comme clause environnementale que ça. Et donc, vous n'aurez que ces possibilités-là. Même si politiquement vous les justifiez pour une raison x, y, z, ce ne sera pas légal parce que la loi ne vous le permet pas. Donc ça, il faut bien le comprendre. Et donc, quand il y a une question à propos des sous-locations, eh bien, les sous-locations, on n'est pas dans la phase administrative où on va choisir son locataire, on est dans la phase contractuelle, là on exécute le contrat. Est-ce que les sous-locations sont permises? Non, elles ne sont pas permises, sauf accord du bailleur. Et donc, si jamais votre locataire procède à des sous-locations sans votre accord, vous pouvez demander la résolution du bail en justice, donc la fin du bail en justice. Ok, merci beaucoup Corentin, merci encore à Sarah et à Isabelle pour votre travail qui, une fois encore, je souligne, est assez innovant et inspirant. Donc on arrive tout doucement vers la fin de ce webinaire. Juste quelques minutes pour que je vous présente les perspectives et puis si vous pouvez rester jusqu'à la toute fin parce que je vais lancer également un sondage afin qu'on perçoive peut-être mieux vos besoins.
Donc, je lance ça tout de suite. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, parfait, Sacha. Voilà, alors vous avez dû compléter, enfin répondre à quelques questions quand vous vous êtes inscrit. Et donc voilà, sur les thématiques que vous souhaiteriez voir abordées lors d'une prochaine rencontre, nous avons premièrement la thématique du recensement et de la compréhension des différents types de contrats en dehors du bail, puisque c'était l'objet de cette conférence aujourd'hui, qui lie un agriculteur à un propriétaire public. Et donc ça, comme Françoise l'a dit, il y aura des ateliers qui seront organisés en présentiel. Et donc les dates restent encore à définir. Mais voilà, c'est quelque chose qui est déjà en route. Alors, la deuxième thématique, c'est la définition de clauses environnementales pour la prise en gestion d'une terre publique. Et donc là, nous aurons un nouveau webinaire au printemps 2022. Alors enfin, la réalisation d'un appel à candidats pour la terre publique. Là aussi, ce sera donné dans un webinaire courant le mois de mai-juin 2022. Et enfin, ce sera sur la thématique du recensement et de la cartographie des parcelles publiques de votre commune. Donc pour ça, ce sera un format un petit peu différent parce qu'on pense faire des ateliers en petits groupes avec ou non des formateurs externes. Donc ça reste encore à définir, mais vous serez tenu au courant de tout ça. Et voilà, je vais vous demander juste de compléter ce petit sondage que je vais lancer tout de suite. Hop. Voilà, c'est un sondage de 4 questions pour nous permettre de comprendre mieux vos besoins. Donc, la première question, c'est quel logiciel de cartographie est disponible dans votre service urbanisme et qui permet notamment d'accéder au cadastre? Donc, entre Gigual, QGIS, ArcGIS, WallonMap ou autre. Dans ce cas-là, vous pouvez l'écrire dans le chat ou bien si vous ne savez pas. Alors, la deuxième question, c'était « Avez-vous du personnel disponible pour réaliser l'inventaire des baux ?» Oui, non, vous ne savez pas. La troisième question, c'est « Si vous n'avez pas de personnel disponible, est-ce que vous seriez intéressé par une forme de mutualisation du personnel pour réaliser ça ?» Donc, via des groupements d'employeurs, un partage de salariés, un partage de juristes, etc. Oui, non, oui, sous condition. Dans ce cas, vous pouvez l'écrire dans le chat ou vous ne savez pas. Et enfin, la dernière question, seriez-vous intéressé par des échanges de bonnes pratiques entre opérateurs publics lors de rencontres ultérieures? Je vais laisser encore quelques secondes pour que tout le monde puisse répondre. Je vois qu'il y a encore quelques personnes qui remplissent. Je vois que 63% des participants y ont déjà répondu. Voilà, presque 3/4 des personnes ont répondu. Je propose de clôturer maintenant. Et je vous partage les résultats.
Donc voici, ouais, pour les logiciels, je vois qu'il y a principalement WallonMap qui ressort, avec le reste plutôt bien réparti entre Gigwall, QGIS, ArcGIS. Si vous avez du personnel disponible, c'est plutôt 50-50, 42% de oui et 38% de non. Si vous seriez éventuellement intéressé par une forme de mutualisation du personnel, il ressort que principalement le nom ressort. Je crois que si on additionne les deux, oui, donc vous seriez plutôt intéressé, mais donc avoir la formule et en discuter ultérieurement. Et ouais, 84% d'entre vous est partant pour faire des ateliers d'échange de bonnes pratiques entre opérateurs publics. Donc, un tout grand merci pour vos réponses. Ça nous permet aussi de mieux calibrer nos prochains webinaires en fonction de vos besoins. Donc, merci beaucoup. Je tiens encore à remercier nos participants, Corentin Moreau, Sarah, Isabelle et Françoise. Merci à toi aussi d'avoir organisé ce webinaire. Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot de fin pour conclure. Juste vous remercier tous d'être là. Ce que je constate, moi, dans le petit sondage, c'est qu'il y a beaucoup aussi d'inconnus, d'incertitudes, de je ne sais pas. Donc, c'est aussi ces personnes-là avec lesquelles il faudrait pouvoir travailler pour comprendre les difficultés, les intentions, ou en tout cas les difficultés. Donc, voilà, on va continuer à avancer. Merci beaucoup pour cela. Et donc, l'objectif, c'est aussi de partager les savoirs et d'apprendre ensemble. Je sais que parmi vous, il y en a qui ont beaucoup d'expérience également. Donc, ce n'est pas toujours évident non plus de trouver un webinaire qui est équilibré par rapport aux besoins et aux expériences de chacun. Mais on va essayer d'améliorer ça au mieux. Et donc, pour l'accompagnement des communes, n'hésitez pas à nous recontacter aussi. Là, dans les 6 prochains mois, on va surtout travailler avec les communes avec lesquelles on a déjà des partenariats du côté de Terre en Vue. Mais pour les 6 mois après de 2022, pourquoi pas de nouvelles collaborations. Voilà. Merci à tous. Bonne année aussi. Beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de douceur, évidemment, et de bienveillance. Et protégez-vous, mais vivons ensemble aussi. Voilà, merci Sacha, merci à tous. Et à très bientôt. Merci. À bientôt tout le monde. Merci, à bientôt. Au revoir.